chers collègues. Nous poursuivons nos auditions en auditionnant Monsieur Arnaud Montebourg. Je rappellerai pour ceux qui nous suivent nos auditions que vous avez été notamment avocat, député de la Saône-et-Loire de juin 1997 à mai 2012, président du Conseil général de Saône-et-Loire de mars 2008 à juin 2012, puis ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique de mai 2012 à août 2014. Depuis lors, vous êtes entrepreneur dans l'agroalimentaire et plus récemment, vous avez annoncé votre candidature à la prochaine élection présidentielle. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation. Vous connaissez bien le fonctionnement d'une commission d'enquête pour en avoir été un rapporteur. Je vais vous passer la parole pour une intervention liminaire de 10 minutes qui précédera notre échange, d'abord avec quelques questions que je vous poserai, les questions du rapporteur et les questions des députés ici présents. Je vous remercierai également de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé qui serait éventuellement de nature à influencer vos déclarations. Et auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Monsieur le ministre, à lever la main droite et dire « Je le jure ». Je vous remercie et je vous cède la parole pour 10 minutes. Alors, je suis un peu surpris de votre demande car je souhaiterais savoir sur quoi vous voulez m'interroger. Si vous voulez bien me poser des questions, je serais tout à fait heureux de répondre. Monsieur le ministre, car je n'ai pas de déclaration à faire à une commission d'enquête dont je ne connais pas tout à fait les centres d'intérêt dans ce vaste sujet qui nous intéresse tous. Alors, comme vous le savez, la commission d'enquête est une prérogative de l'opposition qui, dans le cadre de son droit de tirage, a fait sa demande, et donc le groupe socialiste a fait sa demande autour de la politique industrielle sur les causes de la désindustrialisation de la France et de la chute du PIB, de l'industrie dans le PIB de la France, et donc sur l'analyse des causes et sur les moyens de relocaliser la production industrielle de notre pays, notamment dans l'industrie du médicament, mais pas que, puisque l'intitulé qui a été choisi par le groupe socialiste ouvre le champ à d'autres secteurs que l'industrie du médicament. Donc c'est l'intitulé qui a été choisi, et donc c'est sur ce thème-là que vous êtes auditionné aujourd'hui. D'accord. Vous n'avez pas de déclaration particulière à faire? Alors, vous m'avez demandé de déclarer mes intérêts. Alors, je ne connais pas ce dispositif. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois vous dire pour qui je travaille? Pour moi-même. Voilà, et je n'ai pas d'autre intérêt que ma propre entreprise. Voilà. Très bien. Je ne suis salarié, lié par aucun contrat à aucune espèce d'entreprise. D'accord. Et vous n'avez pas de déclaration particulière à nous faire sur la politique industrielle de la France? Si, bien sûr. Maintenant que je comprends ce que vous recherchez, je me prêterai bien volontiers à cette demande. Je vous remercie, monsieur le ministre. Excusez-moi, je n'avais pas tout à fait compris ce que vous vouliez. Excusez-moi, c'est pour ça. Pas de souci, je vous ai rappelé l'intitulé donc, c'est pas du de la commission vouloir de ma part, c'est que voilà, je ne savais pas. Alors, les causes de la désindustrialisation ont été amplement examinées. D'abord, vous avez, je crois, des analyses qui ont été formulées par de nombreux observateurs de l'économie, des industriels eux-mêmes, des cercles de réflexion. Le ministère de l'économie a lui-même produit une doctrine rétrospective sur le sujet, du pourquoi et du comment. Bon, en gros, la question de la compétitivité a été évidemment centrale pour analyser le déclin de notre industrie. Ça, c'est l'analyse macroéconomique classique qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on analyse le déséquilibre de la balance commerciale. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez encore aujourd'hui, j'ai vu le patron de Dassault dire on a encore un problème de compétitivité. Donc ce sujet, c'est un sujet qui a, en fait, depuis que la question industrielle est revenue au premier plan, a guidé toutes les politiques publiques, en gros, de droite, de gauche et dans tous les sens. Les premières mesures qui ont été engagées il y a 20 ans, je me souviens d'un plan Borotra en 1995, je venais d'être élu, j'étais jeune parlementaire,
qui avait proposé de supprimer les cotisations sociales sur toute la filière textile. Et la Commission européenne, par retour de bâton, avait procédé à des redressements provoquant des faillites en série. Et ce fut d'ailleurs, avec l'arrivée de la Chine en 2001 dans l'Organisation mondiale du commerce et l'abaissement des droits de douane, ça a été évidemment les deux coups de grâce sur les toutes petites entreprises textiles qu'on avait partout sur le territoire. Et aujourd'hui, nous importons 95% du textile que nous utilisons. Voilà, équipement, personnes, enfin, bon, 95%. Donc, en vérité, pas d'adaptation de l'appareil industriel, pas d'investissement dans les secteurs difficiles. Donc, il y a un sujet d'abord financier, c'est-à-dire que le secteur financier est un secteur suiviste et non pas un secteur risqueur. Donc, vous avez des gens qui, dans le secteur financier, banques et maintenant fonds d'investissement, vous disent ça, c'est pas un bon secteur, donc on n'investit plus. Donc, en vérité, toutes les entreprises qui tombent, les pouvoirs publics suivent à leur tour, disent de toute façon ça c'est condamné, donc on ne fait rien. Et on se retrouve avec des trous béants les uns après les autres, filière après filière. Et aujourd'hui, nous avons la balance commerciale la plus terrible de toute la zone euro, puisque nous sommes à moins 85 milliards. Elle a augmenté je crois, de 20 milliards en quelques années en déficit. Je crois même que la Roumanie, qui est à peu près dans notre situation, toute proportion gardée, a réussi à plus ou moins stabiliser son déficit. Et tous les autres pays qui étaient en déficit, comme l'Espagne par exemple, ou la Grèce, ont réduit leur déficit, et tous les autres ont augmenté leur excédent. Voilà. Donc on doit être 4 à être en déficit dans l'Union européenne, et nous avons évidemment un problème particulier. Donc tout le monde parle de la dette, mais je crois que le vrai sujet, y compris du débat public qui commence, c'est le sujet de la balance commerciale. En tout cas, pour moi, c'est un sujet qui commence à alerter un peu tout le monde, puisque quand vous regardez la balance agricole qui a toujours été excédentaire, si vous enlevez les vins et spiritueux, maintenant nous sommes annoncés en déficit. Et il suffit de discuter avec tous les patrons de filières, des métiers dans l'agriculture, et vous disent on a perdu. Donc la question de la compétitivité. Pourtant, des mesures ont été prises. Réduction des cotisations sur les bas salaires, qui s'est révélée être une trappe à bas salaire, c'est-à-dire que jusqu'à 1,6 fois le SMIC, on est à peu près exonéré. Ça n'a profité ni aux salariés qui n'ont pas obtenu de hausse de salaire et qui ont aujourd'hui des problèmes de pouvoir d'achat et de vie chère, ni aux entreprises qui finalement ont encaissé la possibilité de payer tout le monde jusqu'à 1,6 fois le SMIC, et puis au-dessus, plus personne. Or, les emplois industriels sont au-dessus. Je rappelle le rapport gallois, qui avait parfaitement expliqué cette question. Il avait dit c'est les emplois jusqu'à 3 fois le SMIC qu'il faut soutenir, parce que c'est là les emplois qualifiés à 2500, 2800, 3000 euros, de techniciens, d'opérateurs et c'est là qu'on a besoin de faire un effort. Bon, les arbitrages de l'époque n'ont pas donné lieu à une décision de cette nature. On a continué cette politique-là sans aucun résultat. Voilà. J'ajoute qu'aujourd'hui, quand on regarde la question de la compétitivité, on voit que les taux de marge des entreprises, qui étaient très faibles en 2012, après la crise financière, il y a 10 ans, aujourd'hui, 9 ans après, presque 10 ans après, les taux de marge se sont spectaculairement rétablis. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des entreprises qui gagnent de l'argent beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. Et donc, on a, je pense, traité les questions de compétitivité, mais maintenant, nous avons des trous énormes dans notre offre industrielle. Et les simples mesures macroéconomiques, pour moi, ont été utilisées et ne pourront plus être de la moindre efficacité. Alors, passons de la macro à la micro. Voilà, moi, c'est ma position politique depuis le début, c'est-à-dire que, en fait, la politique économique de la France, elle est macroéconomique et conjoncturiste. Elle est dirigée par des énarques et non pas des entrepreneurs. Donc, comme elle est dirigée par des énarques, ils ont une vision macro et ils travaillent les agrégats.
mais ils ne travaillent pas la microéconomie, c'est-à-dire secteur par secteur, produit par produit, filière par filière. Et la conséquence, c'est que vous avez soit une incompétence, soit une absence de politique sur le sujet. Alors, j'avais essayé de faire quelque chose sur ce terrain-là, en montant avec c'était des politiques de filière, mais plus que ça, on est allé jusqu'à une analyse par produit et métier. C'était ce qu'on avait appelé à l'époque les 34 plans industriels. Ce sont des plans qui, par exemple, dans l'automobile, on avait la conduite autonome, c'était un programme, donc c'était un produit, un service, voilà. On avait le véhicule à 2 litres, parce que les constructeurs nous avaient dit, PSA et Renault nous avaient dit, nous, on ne sait pas le financer. On a dit, bon, très bien, on va le financer. C'était il y a 10 ans. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, on aura un véhicule à 2 litres si cette politique avait été poursuivie par mon honorable successeur, Monsieur le Président, ce qui n'a pas été le cas. Donc la conséquence, c'est que le stop-and-go politique sur les politiques industrielles ont pour conséquence qu'il n'y a pas de politique industrielle. Bon. C'est un grand défaut. C'est que certes, c'est une politique industrielle, mais pour moi, elle doit être transpartisane. C'est-à-dire que j'avais fait le choix de reprendre les premières orientations d'Estrosi avant moi, et j'aurais aimé que mon successeur poursuive ses plans industriels. D'ailleurs, dans mon testament, le jour où nous avons fait la transmission des pouvoirs, je lui ai dit, il y a ça à faire, le reste, mais ça, il faut continuer. Bon, et ça n'a pas été le cas. Et en vérité, j'avais un plan batterie. Ce n'était pas un plan batterie. On avait fait avec le CEA un plan où on disait, voilà, il manque. On avait identifié les 5-6 petites briques technologiques qui manquaient pour qu'on soit capable d'assembler une batterie en France. Parce que c'est de l'assemblage. Avec la relation à la matière première. Et c'était Mme Lambert du Liten qui s'occupait de ça. C'était elle la patronne. Pourquoi ? Parce que c'était de la technologie, du sourcing et des modèles économiques sous-brique par sous-brique. Voilà. Du coup, ça a été abandonné. J'ai appelé régulièrement, une fois ayant quitté le gouvernement, étant dans le privé, à mon compte, pour des raisons de pur intérêt public, les patrons de ceux qui avaient été désignés, ils étaient parfois des chefs d'entreprise, parfois des chercheurs, comme c'est le cas du CEA, parce que là, on avait besoin de recherche et d'avancer. En plus, on avait des problèmes d'arbitrage, de choix technologiques. Est-ce que c'était lithium-ion, lithium-cobalt, lithium-métal polymère? Bref, ces questions, à l'époque, n'étaient pas tranchées. Maintenant, le marché a tranché. Donc, on était prudent, parce que ce n'était pas la puissance publique de faire ces choix-là. On ne pensait pas être en mesure d'imposer nos choix. Donc, il valait mieux être prudent. Mais on avait ouvert. Et du coup, la batterie n'a pas été... Ce travail a été abandonné. Conséquence, maintenant, on fait des gigafactories sous contrôle chinois, coréen, en Europe. Et c'est eux qui tiennent la techno, les matières premières, la filière intégrée. On a perdu 10 ans sur la batterie. Donc, évidemment, on va faire des gigafactories. Mais c'est pas nous qui les faisons, en fait. Et le jour où ils décident de partir, ils repartent. C'est ça le problème, c'est que maintenant, comme on est dirigé par des gens qui font de la politique industrielle en macro, la conséquence, c'est qu'on regarde le niveau d'attractivité du pays, c'est-à-dire qui vient en France pour investir, ce que dit Mme Pannier-Runacher ou M. Le Maire, ils nous disent c'est formidable, regardez, on est attractif. Sauf que c'est des centres de décision de l'extérieur qui viennent ici, qui choisissent opportunément la France pour X, Y, Z raisons, c'est très bien, on est très content. D'ailleurs, il y a beaucoup de centres logistiques là-dedans. Hein. Quand même, quand on regarde les emplois, c'est quand même des emplois, beaucoup sur les territoires, beaucoup de logistique. Mais en fait, on n'a aucun contrôle sur l'avenir, aucune maîtrise de nos dépendances et de nos indépendances. Et une politique industrielle, c'est une politique de souveraineté. Voilà. Le gros mot est enfin lâché. C'est une politique de souveraineté et on est obligé de le faire. Toutes les puissances industrielles l'ont fait. Nous devons le faire. Alors, comment il faut s'y prendre? C'était votre... excusez-moi d'avoir été long. Je crois que vous voulez savoir comment on pourrait faire. On ne le fera pas avec la Startup Nation. Bon, on est bien content d'avoir des startups qui innovent, qui inventent. La BPI est là, très bien. Mais la Startup Nation, elle sortira peut-être quelques innovations sur la nouvelle frontière technologique dans un certain nombre de secteurs, mais sur j'allais dire les retrouvailles avec l'industrie en rapport avec ce que nous consommons, parce que je rappelle que c'est quand même ça le sujet, produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Bon, ça s'appelle 1, le circuit court, 2, l'indépendance,
Et 3, pour être un peu plus fort, quand il y a des éléments technologiques ou de risque de sécurité, de perte de sécurité, c'est la souveraineté. Bon. Donc là-dedans, évidemment, l'exemple des masques est très intéressant parce qu'il est un prototype de notre échec. Donc on a dit à l'État d'entreprise, bah, faites des masques. Okay. Bon, ils ne l'ont pas sorti au prix chinois. On a quand même importé 6 milliards de masques, 6 milliards d'euros en valeur de masques l'année dernière de la Chine. Bon, et les petites entreprises qui ont remis des lignes de production font faillite les unes après les autres parce que les directeurs d'achat ont dit on ne va pas mettre le prix de la souveraineté. Si on a besoin d'avoir nos propres masques, de contrôler, c'est un choix politique, donc on le paye. Et en effet, s'il n'y a pas les grands volumes, quoique je pense que si on est capable d'importer 6 milliards de masques en commande publique ou privée d'ailleurs, 6 milliards pour 6 milliards d'euros de masques, avec 6 milliards d'euros de commandes, si on est capable de la grouper, à mon avis, on arrive à des prix qui deviennent compétitifs. Donc il faut aussi être capable d'utiliser la commande publique groupée pour s'en servir à des fins de protection de nos intérêts. Mais enlevons la question des masques. Prenons, par exemple, des filières dans lesquelles nous sommes dépendants. Fruits et légumes, c'est l'alimentation. Et c'est l'alimentation du frais, c'est un élément aussi de santé publique. Bon, on importe 65% de nos fruits et légumes. Donc je croise le président des fruits et légumes qui me dit, écoutez, parce que je lui dis, comment on fait pour inverser la tendance et retrouver la production sur le sol? C'est très simple, nous avons un plan d'investissement, tout le monde s'en fiche, les banques de toute façon ne payent pas, parce que les fruits et légumes, c'est pas... Ils ont regardé les notes sur les marchés, la macro toujours, les banques disent, oh là là, c'est pas un bon secteur, on n'investit pas, c'est pas bon. Et du coup, ils disent, les plans d'investissement, il n'y en a pas. Or, j'ai besoin, on peut trouver 100 maraîchers en France qui augmentent par 2 leur capacité de production, de serre, et nous savons produire à des prix compétitifs pour reprendre des parts de marché. Très bien. Donc, c'est une question d'investissement. Voilà. On a les hommes, on a les savoir-faire, dans certains secteurs, pas dans tous, mais dans la plupart, dans la pharma, vous allez dans le Tarn ou en Occitanie, vous avez Fabre à 17 sites de production. Donc on sait faire des médicaments alcaloïdes dont on importe 10 milliards par an. Les médicaments alcaloïdes, c'est ce qui sert à l'endormissement des patients à les opérations chirurgicales. On en importe 10 milliards par an. Avec 10 milliards par an, on peut faire 5 usines à 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est pas beaucoup d'emplois parce qu'on va être obligé de robotiser, mais c'est beaucoup d'emplois indirects autour de la robotique dans ces usines. Et on est capable, je crois, car ça a été démontré à plusieurs reprises, que même sur les commodités, c'est-à-dire des produits de masse, qui sont soit les principes actifs, soit les molécules de base, on est capable de les produire à des prix, au prix mondial, et donc d'être en mesure de réindustrialiser. Mais pour ça, il faut accepter politiquement, dans notre tête collective de dirigeants politiques, qu'on investisse dans des secteurs qu'on croit être du passé. Voilà. C'est tout. Alors qu'en fait, ils sont de tous les jours et encore pour longtemps. Voilà. Voilà, donc c'est ça mes recommandations. Alors là-dedans, évidemment, si vous voulez qu'on entre dans les détails, on peut entrer dans les détails, mais l'analyse micro, il faut prendre les... Je prends encore un exemple assez parlant. Le dérailleur du vélo. Tout le monde s'en fout du dérailleur, des vélos, etc. Des croissances à 2 chiffres en Europe. Le Portugal a créé 50 000 emplois sur l'industrie du vélo. Le nœud critique du sous-ensemble le plus critique du vélo, c'est le dérailleur. C'est là qu'il y a la batterie, mais ça, c'est maîtrisé par ailleurs, mais c'est le dérailleur, fabriqué par un seul fabricant à Taïwan. Pourquoi on ne fait pas des usines de dérailleurs pour les Européens avec le savoir-faire taïwanais que nous, on a perdu? On fabriquait des dérailleurs. On avait une industrie du vélo. Bon, on a besoin de faire ce type de travail et d'approche produit par produit. Alors évidemment, ça n'intéresse personne de parler de ça. Les dérailleurs, c'est fini, c'était avant. Ben non, maintenant, c'est pour des années, le vélo.
Et on va en consommer beaucoup. Et c'est de la petite mécanique, c'est peut-être de la mécatronique d'ailleurs. Donc vous allez dans la vallée de l'Arve, vous prenez tous les mecs, ils sauront vous faire des dérailleurs. Avec des Taïwanais, on fait une joint venture, on se met d'accord. D'ailleurs, les Taïwanais sont d'accord. Ils voudraient bien venir produire sur place. Pourquoi personne ne s'occupe de ça? Parce qu'on ne fait pas de microéconomie, on fait des grandes mesures, voilà. Or, la politique industrielle, c'est ça. C'est ce que fait le MITI, c'est ce que font... Alors, les Allemands, c'est le patronat qui fait ça. Mais nous, le patronat, ils préfèrent s'intéresser à l'ISF. Voilà, ils ne s'intéressent pas à ça. Vous avez terminé votre intervention. Je vous en prie, excusez-moi. Très bien, pas de souci. Non, juste deux, trois... Pas de souci. Pour rebondir sur 2-3 points que vous venez de dire, sur le fait que vous dites qu'il n'y a plus de politique industrielle où il n'y en a pas. Et elle est trop macro, elle n'est pas assez micro. Mais moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit l'orientation du moment. J'ai le sentiment qu'avec Territoire d'industrie, on a justement fait de l'industrie et de la politique industrielle le fer de lance de la politique territoriale en donnant les moyens au local d'investir. J'ai le sentiment qu'avec France Relance, on a mis un plan de 100 milliards, dont 30 sur l'industrie, c'est assez inédit en termes d'investissement, qui irrigue totalement les territoires. Et on a tous dans nos circonscriptions des entreprises, des PME, des ETI, des filières, qui ont pu bénéficier de cet investissement de l'État pour renouveler et moderniser des lignes de production, pour se lancer dans des filières, par exemple, de recyclage, et pour innover et être à la pointe de la compétitivité. Et on pourrait parler aussi de France 2030 avec les annonces qui ont été faites en termes d'investissement industriel pour préparer l'avenir. On pourrait parler des gigafactories, vous les avez évoquées aussi. Et j'ai le sentiment que cette politique industrielle, en réalité, elle est totalement aujourd'hui dans la préoccupation, dans notre préoccupation à tous, c'est qu'elle est redevenue au centre de notre politique. Et elle porte ses résultats. Parce qu'il faut parler aussi des résultats après un certain nombre d'années. Quand aujourd'hui on recrée de l'emploi industriel, on en a recréé en 2017, 2018, 2019, alors que ce n'était pas arrivé depuis un certain nombre d'années, c'est bien qu'il y a une volonté de recréer de l'emploi industriel et de s'en assurer. Quand on a une croissance économique qui est supérieure à 6%, ce n'était pas arrivé depuis des décennies, c'est là aussi la preuve qu'au niveau économique, on a des résultats. Et quand on a un chômage qui descend à 7,6, qui là aussi n'était pas arrivé depuis un certain nombre d'années, et on a même des industries qui aujourd'hui nous disent on a du mal à recruter des chaudronniers, des fondeurs, etc. C'est bien qu'il y a une volonté de réindustrialiser notre pays. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ce diagnostic. Je comprends votre plaidoyer pro-domo et je vous reconnais là le talent du présentateur de ce plaidoyer. Mais pour moi, d'abord, le plan de relance, en ce qui concerne l'industrie, même s'il y a en effet un certain nombre de choix qui ont été faits, pour moi, il ne fonctionne pas de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il fonctionne sous forme d'appel d'offres, comme vous le savez, c'est toujours la même histoire, selon multicritères et multidécisionnaires. Bon. Si on décide de réindustrialiser, il faut prendre le problème à l'envers. Il faut dire, voilà, quels sont les produits que nous allons produire en France. Voilà. C'est pas, voilà, dans tel secteur, je veux ça, dans le recyclage, appel d'offres, prenez la queue. Et par ailleurs, je dois vous dire que pour avoir expérimenté le plan de relance avec des amis entrepreneurs qui sont venus me consulter, on a regardé les sujets avec les préfets, etc., Bercy, c'est intéressant d'en bas, voir d'en bas ce que ça donne. Bon, on voit bien que à la fois, il n'y a pas d'analyse sectorielle ni de désir engagé et planifié de reconquérir toutes les parts de marché qu'on a perdues, et au prix mondial. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu laissé à l'initiative du hasard, de la rencontre entre des appels d'offres assez ouverts et, j'allais dire, sectoriel, général. C'est comme ça le plan de relance. Hein. J'ai pris le soin de le lire dans le détail, les 100, je ne sais plus combien de pages, très intéressantes d'ailleurs, parce qu'il y a des bonnes politiques dedans. Loin de moi de penser qu'il n'y en a pas, que tout ne serait pas, j'allais dire, dans le sens de l'histoire. Mais vous avez, dans cette mécanique-là, rencontre entre initiative privée et proposition publique, c'est un peu le jeu de l'amour et du hasard. C'est un peu des marivaudages pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça tombe, et j'en ai fait l'expérience. J'avais une entreprise qui, dans un secteur où il y a eu beaucoup de dégâts, voulait
relocaliser. Finalement, ça ne rentrait pas dans les clous. On n'arrivait pas à obtenir un bon niveau de subvention parce que l'Union européenne oblige. C'était un secteur où il n'y avait pas de commande publique, parce que c'est un secteur de pure consommation privée, mais enfin, ça concernait quand même le champ de la sécurité sociale. Donc on aurait pu imaginer, franchement, de remonter les embryons d'une industrie future qui pouvait en plus repartir et créer beaucoup d'emplois sur les territoires. Et je vois bien comment la bureaucratisation du plan de relance l'a quand même dans ses aspects positifs, bien affaibli. Donc pour moi, votre réponse, elle est sur le plan micro, elle est insuffisante. Et sur le plan macro, je suis désolé de vous dire que, heureusement que nous avons une croissance de 6 après ce qu'on a perdu l'année dernière, ça s'appelle un rattrapage, heureusement, parce que comme ça on peut faire une moyenne qui nous met quand même à un niveau. Je vous rappelle que la quasi-totalité des pays européens sont maintenant au plein emploi, c'est-à-dire entre 3 et 5. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Même la Grande-Bretagne du Brexit, sur laquelle tous les dirigeants politiques européens ont quand même bien daubé. Donc c'est une économie qui est en situation de tension inflationniste. Voilà, et pourtant, ils sont au plein emploi. D'ailleurs, il y a un lien entre l'un et l'autre. Voilà. Que nous avons encore 5,5 millions de chômeurs en catégorie A, B, C, donc il y a encore beaucoup de travail. Quant aux chômeurs longue durée, on n'arrive pas à... Ils sont encore plus hauts que l'avant-crise. Bon. Donc, si on regarde finalement même l'autosatisfecit que vous délivrez, Monsieur le Président, sur les agrégats, je pense qu'on n'y est pas. Quant à la tension dans l'industrie, c'est une constante depuis très longtemps. Quand vous discutez avec les dirigeants d'entreprises industrielles, ils vous disent on a des bons salaires, mais on n'arrive pas à attirer les gens pour des raisons qui sont d'ailleurs assez culturelles. Dans l'agriculture, c'est la même chose. L'absence de politique d'immigration qui n'est pas assumée, économique, parce qu'on n'a pas de politique d'immigration pour moi. On a une police de l'entrée et du séjour avec des règles qui se fixent là-dessus, mais on n'a pas de politique d'immigration économique, montre bien que, et d'ailleurs c'est une demande de beaucoup de secteurs de l'industrie et de l'agriculture, ils demandent à avoir une politique assez claire sur le sujet d'immigration de travail. Et nous avons là des métiers en tension, il y en a 57, c'était énorme, avec des emplois non pourvus. Je trouve que nous sommes beaucoup moins doués que beaucoup de nos partenaires et amis européens sur le sujet. Donc, c'était pour répondre à votre objection, en disant, regardez, on a quand même beaucoup d'emplois qui manquent en tension. Je crois que nous pourrions avoir une autre politique pour le résoudre. D'ailleurs, la directive travailleurs détachés, qui reste pour moi quand même du dumping social à domicile, telle qu'elle a été, elle fonctionne encore. Elle n'a pas été amendée. C'est environ 500 000 emplois, hein, grosso modo, dans les secteurs BTP, transport. Franchement, montre bien que nous n'avons pas du tout géré correctement l'évolution des compétences. Voilà. Si j'ai noté d'ailleurs un point utile dans le plan de relance, c'est qu'il y a un sujet sur les compétences. On va avoir des millions de gens qui ont quitté leur métier après le Covid, qui vont devoir bouger. La réforme de la formation professionnelle, pour moi, elle est plutôt consumériste, mais elle ne règle pas le sujet de la formation professionnelle. Donc on va avoir des tensions assez fortes encore sur tous ces sujets. Voilà. J'ai essayé de répondre à vos objections. Merci pour votre réponse. Je vais juste répondre sur 2 points sur la partie micro, parce que moi aussi, je ne suis pas quelqu'un de macro. D'ailleurs, je suis issu du privé, du monde de l'entreprise, et je raisonne au niveau micro. Vous parliez du vélo tout à l'heure. Moi, j'ai fait le tour de ma circonscription à vélo pour aller voir chacun des investissements de France Relance, pour voir ce que c'était concrètement et aller interroger les salariés en Eure-et-Loire. À quel endroit ? Elle est à Chartres et dans 60 communes tout autour. D'accord. Et donc, j'ai fait mon tour de circonscription, je suis allé voir les industriels qui en ont bénéficié. Ce sont des centaines de milliers d'euros qui ont irrigué le territoire, dans l'aéronautique, je pourrais vous citer l'exemple de Conorme à Pierre, dans l'électronique, je pourrais vous citer l'exemple de Systec à Galardon, dans l'aéronautique toujours avec ARM, toujours à Galardon. Toutes ces entreprises-là, elles ont réussi à bénéficier de centaines de milliers d'euros. Si elles n'avaient pas eu France Relance,
dans certains secteurs, je pense à l'aéronautique ou à l'automobile, elles étaient mortes. Elles étaient dans une difficulté qui était très importante. Et au niveau de la simplicité à avoir ces fonds-là, la procédure était très simple pour l'avoir. L'appel d'offres, effectivement, était parfaitement accessible et elles ont pu en bénéficier. Et ne pensez pas qu'on raisonne exclusivement au niveau macro. Vous avez été député également, vous savez bien qu'on va dans notre circonscription, on interroge entreprise par entreprise et on essaie de regarder les effets de la politique. Moi, ce que j'ai constaté n'est pas la même chose que ce que vous constatez. C'est-à-dire que des entreprises industrielles du territoire ont bénéficié de France Relance, ont pu le faire sans problème, ont pu le faire rapidement, et que dans bien des cas, ça a aidé à augmenter la compétitivité de ces industries sans raisonnement macro. Encore une fois, je me penche sur industrie par industrie. Et sur le deuxième point, sur vous parliez de satisfecit, moi je ne suis pas dans une autosatisfaction, c'était pas ça mon point, je regarde les résultats parce que je me dis il faut bien qu'on évalue. Et effectivement, moi ce que je constate, c'est qu'en 2017, 2018, 2019, on a recréé de l'emploi industriel. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. À l'inverse, sur le quinquennat 2012-2017, le taux de baisse de l'emploi industriel, il a été constant sur la totalité du quinquennat. Il n'y a pas eu de création d'emplois industriels sur le quinquennat 2012-2017. Et c'est juste un constat que je fais pour expliquer que, oui, on a une politique industrielle qui crée des emplois industriels. Et que ça n'était pas arrivé depuis un certain temps. Mais on peut être en désaccord sur le diagnostic, monsieur le ministre. Non, mais je suis d'accord avec vous sur ce que vous racontez du plan de relance, à aider telle entreprise, etc. Moi, je vous parlais, c'était le sujet de la relocalisation, c'est-à-dire comment on mène une politique industrielle à partir d'une planification des produits critiques, semi-critiques, sur lesquels une nation a besoin de retrouver son indépendance. Il y en a un paquet, il y en a 60. Je ne pense pas que le plan de relance soit orienté de cette manière. Qu'il ait aidé des entreprises, je vous confirme tout à fait. Il n'y a pas de sujet. Mais sur la relocalisation, je pense que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et qu'il ait aidé des entreprises, je vais vous dire, les PGE, on sait ce qu'on leur doit. Moi-même, j'ai des entreprises, on a utilisé le PGE. Donc, c'est un autre débat. Un autre sujet, d'ailleurs, la crise de 2008-2009, j'ai fait créer ici au Parlement une banque sur signature du Premier ministre qui s'appelait le FDES pour faire la banque à la place, puisqu'on était les 2012-2013, c'était la rechute de 2008-2009 en France. D'ailleurs, pour des raisons qui sont liées aux politiques européennes. Donc, en effet, on a perdu de l'emploi industriel parce que la crise, il y a eu une rechute de crise pendant cette période. Et sur le plan macroéconomique, la période était extrêmement difficile et très dure. Mais je dois vous dire qu'à l'époque, je me souviens, on a été obligé de faire la banque à la place des banques. C'est l'État qui... c'était l'ancêtre du PGE, en fait. On donnait des prêts d'opportunité, sauf que c'est le Parlement et le gouvernement qui les faisaient, puisqu'à l'époque, le secteur bancaire et la BPI n'étaient pas en situation d'outillage pour pouvoir le faire à une échelle aussi importante que cela a dû, à juste titre, être fait sur le PGE. Donc je distinguerai les sujets, si vous me le permettez. Vous m'interrogez sur les relocalisations, je vous dis, votre plan de relance, la balance commerciale, moi, mon critère, c'est est-ce que la balance commerciale va s'améliorer dans les années à venir? Je ne pense pas que le plan de relance le permettra. Voilà, ça c'est ce que Très bien. Merci, monsieur le ministre. On va faire tourner un petit peu la parole. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Merci, Président. Monsieur le ministre, merci pour ces échanges et les convictions que vous avez défendues. Il y a un point, que je me permets de revenir sur un propos un peu antérieur, il y a un point qui nous semblait important, que nous avons évoqué d'ailleurs tout à l'heure dans la discussion avec le représentant du MEDEF, qui est la place de la représentation des salariés dans les organes de gestion des entreprises privées, et ce qui figurait d'ailleurs dans le rapport gallois. Et je voulais avoir votre point de vue. Est-ce que vous avez le sentiment que des choses ont été améliorées depuis la publication du rapport gallois ou pas? Et est-ce que c'est un facteur? Est-ce que ce serait un facteur de meilleure performance de nos entreprises et donc de meilleure compétitivité? Alors, je le crois volontiers. Je crois volontiers que ce serait une amélioration significative parce que des salariés qui participent à la gestion de l'entreprise, à sa marche, qui connaissent le terrain, qui voient les difficultés, qui en ont une approche humaine et concrète, et qui participent de l'amélioration des perspectives de l'outil de travail, ça ne peut être que bénéfique. Et je dois dire que
il y a des entreprises où les salariés sont actionnaires à des niveaux importants. Je prends par exemple l'entreprise Orange, qui a défrayé la chronique ces derniers jours. Les salariés ont un rôle très important dans l'actionnariat salarié parce qu'ils sont propriétaires d'actions au fil du temps et sont très actifs comme actionnaires dans les organes de gestion de l'entreprise. Ce n'est pas de la cogestion, mais il y a une sorte de contribution très active avec des salariés qui sont formés aux perspectives de l'entreprise, qui eux-mêmes se forment, décryptent, travaillent y compris sur toutes les filiales. Enfin bon, j'ai été d'ailleurs à plusieurs assemblées générales des actionnaires salariés d'Orange pour discuter avec eux. Il y a un syndicat, je crois, qui est majoritaire et qui joue un rôle important. Mais indépendamment de la syndicalisation, ce sont d'abord des salariés qui participent de la pérennité de l'outil de travail, de ses perspectives. Et je trouve que le bénéfice est très grand pour tout le monde. Alors évidemment, le conseil d'administration ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est ça la conséquence. Les décisions de fusion-acquisition ne se font pas de la même manière. Les choix d'investissement ne sont pas les mêmes. Les choix de rémunération du capital doivent être négociés. L'arbitrage entre salaire et dividendes n'est pas tout à fait le même. Mais l'intérêt social de l'entreprise est préservé et il en est augmenté. Alors, il y a eu une loi qui est intervenue, qui a fait entrer les salariés dans le conseil d'administration de plus de, je crois, 5000. Bon, ça n'a pas eu une grande conséquence sur la vie des entreprises parce qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises de plus de 5000 salariés sur le sol français. Donc, c'était une décision qui avait été prise, en fait, parce que le patronat ne voulait pas entendre parler de ça, comme d'ailleurs il ne veut jamais entendre parler de ça. Je crois pourtant qu'il y a un accord politique à avoir sur le lien entre le partage de la rétribution du capital, la présence dans les conseils d'administration, la meilleure rémunération par la participation et l'intéressement à la marche de l'entreprise. L'Allemagne et tous les pays du Nord d'Europe ont conservé une industrie parce que finalement l'alliance capital-travail au quotidien fonctionne dans la marche des entreprises. Quand ça va bien, tout le monde en profite. Quand ça va mal, on répartit l'effort. Ce n'est pas toujours les mêmes. Et en fait, le territoire et l'outil de travail subsistent. Voilà. Donc en fait c'est une bonne méthode. Est-ce que la France est capable d'imiter ce modèle? Moi, je crois qu'il y a un désir. Les organisations syndicales vous disent, oui, c'est vrai, on a un gars au fond du conseil qui lève la main, une sorte d'intrus. Bon, ça ne change rien. C'est vrai. Moi, je suis pour qu'il y ait parité. Voilà. Dans une entreprise comme Renault, par exemple, où l'État est actionnaire, mais en vérité absent, on a 2 administrateurs autour du conseil, et tout le reste, ce sont les amis du président qui ont été cooptés. Donc, dans l'affaire de M. Ghosn, qui a quand même réussi, malgré tout ce que la justice a pu lui reprocher, et je ne me prononcerai pas sur ce volet des reproches qui lui sont adressés. Il était fort reprochable, M. Ghosn, y compris sur la question de ses salaires, de l'accumulation personnelle de richesse à laquelle il s'est livré. Mais il avait au moins fait une chose, c'est qu'il avait réussi à propulser l'alliance Renault-Nissan numéro 1 mondial en quantité de véhicules produits. Ce qui était assez étonnant de la part d'une entreprise comme Renault et Nissan, dont l'une et l'autre avaient été en grande difficulté. S'il y avait eu des salariés à parité dans le conseil d'administration, et non pas seulement les amis du président qui avaient été au fil du temps cooptés,
la stratégie aurait été peut-être plus modérée sur le plan mondial, mais on aurait on aurait moins dégarni nos usines, réparties. Par exemple, moi je me souviens d'une négociation absolument incroyable, mais qui aurait dû avoir lieu dans le conseil d'administration, où j'avais les organisations syndicales d'un côté et Ghosn et son DRH de l'autre, sur la question de savoir si l'accord de compétitivité qui allait être signé, qui permettrait de rapatrier 300 000 véhicules Renault sur les usines françaises, pouvait faire l'objet d'une mesure au trébuchet dans la répartition de la nouvelle Clio 4 entre l'usine de Bursa et l'usine de Flins. Donc ils se battaient pour savoir au centime comment on allait faire pour répartir les charges. Bon. Et l'accord a abouti. D'ailleurs, ça a eu pour conséquence qu'ils ont réembauché 5000 personnes. Les usines ont été chargées plein pot dans ces années-là. Après, l'industrie automobile est cyclique, il y a des hauts et des bas. Mais ce type de négociation que j'ai imposé, parce que j'étais au gouvernement, c'est pas mon boulot de faire ça. C'est le boulot du dialogue social dans l'entreprise. Mais comme ils sont faibles dans les organes de gestion, pour choisir où est-ce qu'on met sur la carte du monde telle usine, telle autre, et comment on le fait, moi je suis pour que les salariés aient du poids dans la décision de l'entreprise. Voilà. Et je vais vous dire, FO avait signé l'accord de compétitivité, la CGC, la CFDT, et la CGT n'avait pas signé, mais ne s'était pas opposée. Donc c'est donc qu'on a, et là ça faisait 65%, je crois, 70% des salariés sur l'accord. Donc c'était un accord à la fois économique et social et industriel. Merci, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pensez qu'il faut abaisser le seuil et rendre absolument obligatoire ce dialogue social interne, donc cette présence des salariés dans les conseils? Quel seuil pourrions-nous fixer? Je ne le vois pas en mesure technique. Je le vois en compromis politique et social à un moment donné où le pays va très mal, ce qui est mon analyse. Bon, pour moi, Le Pen est aux portes du pouvoir. Donc, si vous voulez... on peut repeindre en rose le monde, on peut faire comme monsieur le député de Chartres vient de le faire, tout va bien, on est formidable, très bien, ok, mais c'est pas ce qu'on voit. Vous avez le droit de penser que tout va mal et que vous avez été merveilleux quand vous étiez ministre. Moi, je peux reprendre les chiffres de l'emploi industriel de 2012 à 2017. Monsieur le Président, vous m'invitez. Je vous invite et je vous réponds. Je suis désolé, Monsieur le Président. Moi, vous m'expliquez que tout va bien. Moi, je vous dis. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai donné des chiffres précis, vous avez réagi dessus et vous avez totalement le droit. Les chiffres, vous avez le droit de contester ces chiffres. Mais moi, je pense que Le Pen est aux portes du pouvoir. Voilà. Et ça devrait quand même faire réfléchir quelqu'un comme vous. Voilà. Quels que soient vos affidés, le sujet, n'était pas Madame Le Pen, soutiens, etc. Monsieur le ministre, le sujet n'était pas Madame Le Pen. Ma question était sur la politique industrielle. Mais bien sûr, mais moi, c'était pas ma question. Donc vous avez le droit d'avoir une réponse différente. J'ai même entendu le ministre de l'économie. Il a eu une phrase très juste. Il a dit à chaque fois qu'une usine ferme, c'est une permanence RN qui ouvre. C'est un truc qui devrait vous, voilà. C'est très juste. Et j'en sais quelque chose parce que j'en ai fermé, moi, des usines. Et j'ai vu la suite. L'affaire Florange, c'est comme ça que, dans un fief socialiste, il y a eu un maire FN. Voilà. J'en sais quelque chose de tout ça. Donc, si vous voulez, le vrai sujet, c'est qu'on a Le Pen aux portes du pouvoir. Donc, moi, je vous parle d'un compromis politique. Voilà. Et excusez-moi, si vous voulez pas m'entendre, c'est pas grave, je peux repartir. Hein. Si ça vous défrise ce que je vous dis, Monsieur le Président, moi ça me gêne pas. Monsieur le ministre, vous avez une totale liberté. Vous m'avez fait venir, je vous ai dit, je sais pas ce que je vais vous dire, tout ce que j'ai déjà dit dans les journaux, je veux bien venir, et après... Monsieur le ministre, moi ça me gêne pas. Vous avez une liberté de ton, je vous ai pas coupé du tout, vous avez pu prendre la parole autant que vous souhaitiez, etc. Vous m'interpellez en disant... la parole, c'est vous qui m'avez fait venir, Monsieur le ministre, mais très bien, vous avez pu vous exprimer. Je dis simplement que quand vous m'interpellez en disant « le député de Chartres pense que tout va bien », je dis ce n'est pas ce que j'ai dit, je dis simplement, je vous ai rappelé les chiffres de création d'emplois industriels quand on était sur un débat sur la politique industrielle et ses résultats. C'est tout ce que je dis. Je ne vais pas plus loin que ça. Mais vous m'interpellez directement en disant « Monsieur le Président, le député de Chartres pense que tout va bien dans le monde et pense que tout est rose bonbon partout ». Je vous réponds suite à votre interpellation et vous avez totalement la liberté de parole que vous souhaitez. Merci. Alors, comme on est, pour moi, je crois, dans une période très difficile, je crois qu'il faut construire un compromis
économique et social, donc qui a un sens politique, de réconciliation de forces qui se combattent, qui ont des intérêts opposés, et qui peuvent, je crois, qui auraient intérêt à s'unir autour de la reconstruction de l'économie et du progrès social. Voilà. Est-ce que ça se fait par des mesures législatives? Je ne crois pas. Ça se fait dans une grande construction politique à l'occasion du débat politique qui commence. Donc moi, c'est pour ça que je parle de Le Pen au pouvoir. C'est pas un petit événement pour nous en France. Et donc, comme on a conscience des périls devant lesquels nous marchons, et mon idée serait de répondre à monsieur le rapporteur en disant, écoutez, c'est pas seulement une mesure législative, c'est un choix politique que le pays décide de faire pour unir les forces autour de l'outil économique et d'échanger des concessions réciproques autour de lui. Voilà. Je ne trouve pas ça absurde dans la période actuelle et je le défends comme un moyen finalement de reconstruction nationale. Voilà. Bien, monsieur le rapporteur, si vous le permettez, comme on a pas mal de questions aussi, je leur passe la parole et je reviens vers vous juste après. Monsieur Bouix, vous étiez à intervenir. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Un des facteurs de désorganisation du tissu industriel français fut aussi la mise en place des 35 heures. Quel est aujourd'hui votre regard sur cette loi et sur le partage du temps de travail ? Rétrospectivement, moi je me souviens, j'étais parlementaire, j'étais à votre place quand il y a eu les 2 lois des 35 heures. La première loi sur les grandes entreprises a été parfaitement assimilée, digérée. La deuxième sur les petites entreprises, ça a été plus difficile parce qu'il fallait trouver des quarts de temps sur des effectifs réduits de petites entreprises. Donc c'était quand même difficile, dans mes souvenirs. Il y a eu 3 conséquences: flexibilisation, annualisation et modération salariale. Alors dans les usines à cadence, les gains de productivité ont été énormes, parce qu'en fait, on a compensé les 35 heures par de l'augmentation de gains de productivité. Et la conséquence est que les conditions de travail se sont dégradées. Alors, moi, je me souviens, dans mon ancienne circonscription, il y a des usines agroalimentaires, on découpe de la viande, des abattoirs, des usines de poulets, etc. Beaucoup d'employés. Et franchement, la productivité, elle a été multipliée par 3, mais pas le salaire. Et les salariés disaient c'est à cause des 35 heures. Et donc ça s'est retourné en fait contre une partie de la classe ouvrière qui nous a dit, je le dis à toute simplicité, nous a dit nous on a besoin de salaire. C'est vrai qu'on a besoin de repos, mais on a besoin aussi de salaire. Donc la modération salariale a été la variable qui a permis de rendre possible cette évolution qui était un progrès. Ça a beaucoup plus profité aux cadres, avec les forfaits jours, mais ça a posé beaucoup de problèmes sur les questions salariales. Donc quand le débat arrive sur la question des 32 heures, parce qu'il y a un débat qui a ouvert, il est ouvert en Espagne, alors que les Espagnols ont augmenté les salaires les bas salaires ont été remontés, le salaire minimum a été remonté de 27%, je crois, en 5 ans, avec M. Sanchez. La question pour moi, c'est quoi la contrepartie? La contrepartie, c'est la modération salariale dans la grave crise de pouvoir d'achat que traverse le pays, et notamment toutes les personnes qui sont à l'euro, et ils sont de plus en plus nombreux. Vous avez là un sujet qui heurte la priorité de la grande masse de la population qui n'arrive plus à vivre de son travail, en raison notamment de l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation du prix alimentaire qui se profile, et de la difficulté de vivre avec des salaires qui n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé depuis maintenant une dizaine d'années. D'ailleurs, ce que reflète le gel du point d'indice des fonctionnaires pendant 11 ans. Monsieur Barbier, vous souhaitiez poser une question.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Tous les deux, on n'est pas tout à fait nés de la dernière pluie en politique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a fermé des usines et on a été ensemble. On se souvient. On était, je veux dire, devant Trévest, une entreprise qui est passée de quasiment 1000 salariés à 128 aujourd'hui, qui pense repasser à 135 prochainement. J'étais venu avec des organisations syndicales vous voir à votre ministère. J'avais été reçu par quelqu'un qui est député aujourd'hui. J'ai toujours une pensée émue, difficile même, par rapport à l'ensemble des salariés. Je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à, je veux dire, l'industrie, la création de l'emploi. Je vous entends aujourd'hui nous parler de nouveaux projets. Voilà. Que n'avons-nous pas fait? Que n'avez-vous pas fait? Voilà. Ça fait 30 ans que le pays se désindustrialise. Et je trouve qu'on sort d'une crise Covid qui a été terrible pour l'économie. On en sort bien. Vous avez raison de dire qu'en 2012-2013, c'est une réplique de 2008. Mais pourquoi n'avons-nous pas, à cette époque-là, mobilisé, je veux dire, un plan de relance comme celui que nous mobilisons aujourd'hui? Sur les masques, je vous entends aussi. Il fallait les fabriquer, il faudrait les fabriquer en France. Mais en 2008, le livre blanc de la défense, de la sécurité nationale, met le doigt sur un risque, nouveau risque, qui est la pandémie, qui est parfaitement décrit, que c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi n'avons-nous pas, à cette époque-là, vous parlez de micro-entreprises, de créer un certain nombre sur le dérailleur et sur d'autres choses? Pourquoi ne l'avons-nous pas fait à cette époque-là? C'est sur ce sujet-là que je vous entende, parce que je crois que le président l'a bien dit. On a de la création de l'emploi aujourd'hui, il y a eu des mesures qui ont été prises. Pourquoi n'avons-nous pas anticipé, comme nous le souhaitions peut-être, d'ailleurs à cette époque-là, sur un grand plan de relance de l'industrie de la France dès 2012? Alors, merci de ces questions. Alors, je vous renvoie aux 34 plans industriels qui étaient là, finalement un plan micro. C'était exactement ce que je préconise aujourd'hui, un plan micro à partir des filières, piloté non pas par l'administration, mais par les entreprises, avec de l'argent public et de l'argent privé, et qui avait mobilisé le PIA à l'époque, qui était quand même encore fort. On avait l'emprunt Sarkozy qui était là, plus la recherche privée, enfin la recherche, les financements privés. Donc je vous renvoie à ça, parce qu'ils sont ces 34 plans sont publiés sur Internet, et ils sont dans tous les secteurs, et vous retrouverez beaucoup des choses qui aujourd'hui nous font défaut. Donc c'est pour vous dire que ces choix politiques ont été faits. Mon successeur y a mis fin. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, on m'a toujours dit, il y en a trop, 34, c'est trop. Il y en a 60 aujourd'hui de produits à reconstituer. Vous voyez, c'était pas trop. C'était, je pense, je crois, nécessaire. Bon, après, est-ce que tout allait fonctionner? Peut-être pas, mais il y en avait dans l'aéronautique, dans l'alimentaire, dans la santé, bon, bref. Et donc, c'est pour vous dire que je l'ai fait. Deuxièmement, moi, je regarde l'accélération de la destruction des grands groupes. On avait eu Mittal et Péchinet sous Chirac. Sous Hollande, Macron, on a eu Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel. Puis après, sous Macron, vous avez la chronique, Suez. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, quand vous avez deux boîtes qui font 5% du marché mondial, qui se répartissent la planète, il faut qu'il y en ait une qui mange l'autre, parce qu'on sait qu'il y en a une qui aura du mal à passer 5 et que l'autre va tomber. C'est exactement ce qui a été dit. Et pour une fois, les organisations syndicales, enfin pour une fois, pas que pour une fois, mais les organisations syndicales qui ont déposé des plaintes contre le secrétaire général de l'Élysée ont quand même pointé du doigt un certain nombre de problèmes. Et c'était juste. Donc on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi on a vendu à la découpe à chaque fois, on a laissé faire, alors qu'on a les outils juridiques pour bloquer. Vous voyez? Moi, ça me préoccupe. Et je dois vous dire que dans la commission d'enquête Alstom, il y a même un député, un parlementaire, M. Marlex, qui présidait avec l'actuel président de cette commission, M. Kasbarian, qui en était le rapporteur. Il en a même fait un article 40 pour dire, c'est bizarre, tous ceux qui ont profité à travers des honoraires de banques d'affaires, d'avocats, dans l'affaire Alstom, c'est ceux qui ont financé la campagne du président de la République.
Bah oui, c'est tellement une accusation qu'il y a un article 40 au pôle financier quand même. Voilà. C'est des accusations d'un député qui s'appelle M. Marlex, ce qui n'est pas de mon parti politique. Bah moi je sais pas. Moi ce que je sais c'est qu'il y a des coïncidences. Donc c'est des problèmes politiques. Pour information, c'est un article 40 qui n'a pas abouti, il n'y a pas eu de suite sur le dossier, mais vous connaissez bien les rouages parlementaires pour savoir que voilà, ça peut faire partie des actes de communication pour faire une attaque politique et déposer un article 40 pour accuser, mais sans qu'il y ait forcément de suite. Moi, derrière. quand j'ai fait les articles 40, ils ont toujours abouti. Ben, ce n'est pas le cas cette fois-ci, monsieur le ministre. Ce n'est pas le mien. Monsieur Bertha. Oui, merci, Président. Oui, Monsieur le Ministre, moi, je sais comprendre et je sais tout à fait entendre, effectivement, pour ce souci de réindustrialisation, de réacquérir ou d'essayer de maintenir des produits de tradition, en tout cas de biens communs et d'usage courant. Bon, néanmoins, une partie de l'industrialisation aujourd'hui repose quand même sur l'innovation. Moi, je suis du secteur de la santé. On voit par exemple que dans les 3 dernières années, il y a 2 innovations qui sont l'édition des génomes ou plus récemment la thérapie ARN sont des innovations de rupture qui vont changer définitivement la donne. Derrière une innovation, il y a de la recherche. Je sais aussi comprendre qu'entre 2011 et 2018, le budget de la recherche dans ce pays a baissé de 30%. Et aujourd'hui, on en paye un certain nombre de conséquences. Et puis, je vois aussi un problème dans les yeux du politique, même de l'utilisation de qu'est-ce que je fais avec cet outil de recherche, qu'est-ce que j'en fais. Et vous, Président, par exemple, je me posais la question parce que moi, je suis un acteur de la recherche et je me vois balloter au ministère de l'Éducation, puis après, on me met le mot innovation, on nous met au ministère de l'Enseignement supérieur, et puis si je remonte un peu à l'ère Chevènement, par exemple, on nous mettait avec l'industrie. Qu'est-ce que vous feriez de la recherche? Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quoi? On nous met où et on nous donne quels moyens? Alors, nous avons la recherche publique et la recherche privée. La recherche publique est quand même descendue très très bas. Et donc, un pays qui ne réinvestit pas massivement, de toute façon, c'est mécanique. Hein, si vous n'avez pas les crédits et s'il n'y a pas d'investissement public, vous n'avez pas de résultat. Voilà. Donc, c'est un minimum aujourd'hui que d'ailleurs tous les pays européens, regardez ce qu'ils font. Donc, toute la mécanique d'austérité budgétaire qui s'est emparée de toutes les administrations centrales, y compris de la recherche comme de l'enseignement supérieur, a montré leurs graves limites et même leur caractère contre-productif. Donc il faut retrouver des niveaux d'investissement en recherche publique, arrêter de transformer les chercheurs en chasseurs de budget, puisqu'ils ne font que ça toute la journée maintenant avec le système des appels d'offres, l'ultra-bureaucratisation des administrations qu'on retrouve à l'hôpital, qu'on retrouve dans l'éducation et qu'on retrouve là, doivent faire l'objet de meilleurs actes de confiance vis-à-vis du secteur de la recherche. S'agissant de la donc modification des montants, modification de la méthode. Donc on va faire des ondames de recherche en fait, presque, c'est-à-dire minimum des planchers. Vous voyez, en disant, écoutez, sur tel secteur, voilà votre budget, vous devez vous y investir et investir, voilà les moyens. Vous avez d'ailleurs carte blanche pour décider comment vous payez les gens parce qu'il y a des cerveaux qui fuient qu'il faut ramener, ça fait partie du problème. Et donc on peut, je crois, avoir une approche beaucoup plus intelligente de notre recherche. La recherche privée, alors là on a, je crois, un débat depuis très longtemps au Parlement, il y a eu beaucoup de rapports sur le sujet, très critiques. Bon, moi j'ai toujours été favorable au CIR. J'ai toujours défendu. Je trouve que déconnecter la recherche et la défiscalisation liée à la recherche à des lieux de production finalement industriels, parce qu'en fait c'est ça, c'est d'abord là où on a besoin de concentrer nos efforts. J'ai quand même, je crois, je recentrerai le CIR sur la recherche appliquée à des sites de production. Parce qu'on sait aujourd'hui que la recherche et les labos de R&D n'ont que très peu de chances de déboucher s'il n'y a pas la ligne de production à côté qui met en application les découvertes. Et il faut donc une interaction
permanente. Donc vous avez beaucoup de CIR qui, aujourd'hui, j'ai même découvert ça, là, dernièrement, vous avez du CIR qui finance des lieux de production à l'étranger, même si la recherche reste ici. Donc on devrait, je crois, mettre une espèce de condition de réunification, production-recherche. Voilà. Je pense que ce serait pas mal de faire ça. Et puis par ailleurs, vous avez des tas de secteurs qui n'ont pas besoin de voir financer la recherche. Est-ce qu'on doit donner du CIR dans le secteur financier, qui est déjà très rémunérateur, qui dégage beaucoup de profits, où il y a beaucoup d'investissements, des très bons salaires? Je ne crois pas. En revanche, il y a des secteurs qui sont très en retard ou abandonnés. Là, on devrait concentrer les efforts. Donc je trouve qu'on pourrait peut-être le sectoriser aussi. Voilà mes propositions, monsieur le député. Madame Mottin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je dois dire qu'il me faudrait, je pense, au moins une demi-heure pour répondre point par point à tout ce que vous avez dit, tant je pense qu'il y avait de contre-vérités dans vos propos. Et je vais commencer par vous inviter, en fait, à regarder de près ce qu'on a fait depuis 5 ans, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous êtes restés, effectivement, à 2017. Je prendrai, par exemple, ce qu'on a fait dans la loi Pacte sur les représentants salariés dans les conseils d'administration. On a fait évoluer les choses. Et en concertation avec les partenaires sociaux et le patronat. Donc, on peut faire effectivement du législatif et on peut faire avancer ce sujet. Et je pense que c'était important de le faire. En tout cas, nous, on l'a fait dès le début de notre mandat. Et puis là, de la même manière, je vous entends parler recherche. Entre ESSOC et ASAP, donc 2 lois de simplification et qui ont donné en fait aux administrations la possibilité de faire des choses plus simplement et de prendre plus de responsabilités. Et j'y ajouterai les différents PLF dans lesquels on a relancé le secteur de la recherche, la loi de programmation de recherche, sur le CIR, l'excellent rapport de notre collègue Francis Choix. Honnêtement, vous avez matière à vous informer sur ce qu'on a fait, sur ce qui a bougé depuis 5 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. On a redonné des moyens, notamment à la recherche, mais pas que. Dans l'industrie aussi, on a redonné de la perspective. Vous avez beaucoup parlé de votre action et de vos 34 ou 39 plans de filières. On a en fait, avec les filières, justement, recomposé avec elles le Conseil national de l'industrie et les comités stratégiques de filières. Aujourd'hui, ils sont 19. Elles sont pilotées, surtout, et c'est ça qui est important, elles sont pilotées par des industriels, par le gouvernement, enfin en copilotage avec le gouvernement. Donc on avance sur énormément de sujets. Et moi, si j'avais une question à vous poser, c'est finalement sur votre vision de la souveraineté et de la relocalisation. Quand je vous entends parler de souveraineté en disant il faut qu'on puisse produire nous-mêmes tout ce dont on a besoin, ça s'appelle de l'autarcie. C'est un peu ce que décrit d'ailleurs Madame Le Pen dans son projet. D'ailleurs, elle imagine que vous pourriez être son ministre de l'économie. Tant vous rejoignez sur cette vision de la souveraineté, mais concrètement, la souveraineté, c'est pas l'autarcie. La souveraineté, effectivement, c'est savoir ce dont on a besoin et comment on se le procure, et assurer des réseaux et des filières pour ça. Et d'ailleurs, elles sont au niveau européen, elles ne peuvent pas être qu'en France, ce qui semble ne pas être en accord avec votre vision. Mais sur la relocalisation, vous parlez de regagner des parts de marché perdues. Mais pourquoi faire quand c'est produit ailleurs, moins cher, et qu'on sait de toute façon qu'on n'arrivera pas à faire la même chose au même prix? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux localiser des industries d'avenir, se positionner sur l'industrie du futur, comme on est en train d'essayer de le faire, ou relocaliser effectivement certains process quand on a la possibilité de le faire soit à coût constant, soit à coût inférieur, comme c'est par exemple le cas de Séquence, qui va relocaliser une production alors c'est paracétamol, voilà, merci. Parce qu'ils ont un nouveau procédé qui, grâce à la recherche privée d'ailleurs, et grâce au CIR, certes, ils n'avaient pas d'usine de production de paracétamol, mais grâce à la recherche qu'ils ont fait en France, dans l'Isère, dans mon département, mais ils peuvent aujourd'hui reprendre la production sur le site de Roussillon grâce à la technologie qu'ils ont mis en œuvre, et qu'ils ont découvert finalement et sur laquelle ils ont travaillé en France grâce au CIR en France. Et c'est grâce à ça qu'on relocalise effectivement cette production. Mais ma question, c'est plutôt, voilà, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se pencher sur la localisation finalement des industries d'avenir plutôt que d'essayer de reprendre des productions sur lesquelles finalement on sera toujours moins compétitif?
Alors, merci de votre question, Madame Motin, parce que ça me permet quand même d'entrer dans le vif du sujet et au-delà des désaccords politiques qui sont manifestes. Nul n'en ignorera après cette séance. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait des... Alors, premier point, l'histoire de l'autarcie. Écartons cette question. Mon sujet n'est pas l'autarcie, Mon sujet, c'est qu'on a moins 85 milliards et qu'il faut qu'on remonte 5 points de PIB dans l'industrie, enfin dans la valeur nationale, dans la richesse nationale en industrie, pour repasser devant l'Angleterre et l'Espagne et pas être très loin de l'Italie, mais on ne sera encore pas l'Allemagne ni l'Italie. Hein. Bon, voilà. Et donc ça représente 75 milliards de chiffre d'affaires à relocaliser. 75 milliards de chiffre d'affaires. En gros. Et ça correspond à peu près à notre déséquilibre de balance commerciale. À peu près. Ça correspond aux 60 produits critiques. Par exemple, là-dedans, vous avez des thermostats, les radars, du matériel de manutention, bon, des boîtes qu'on a perdues stupidement, qu'on aurait pu garder d'ailleurs. Mais on n'avait pas le dispositif, en tout cas je n'avais pas pu l'obtenir en 2008-2009, après la crise 2008-2009, 2012-2013. Et depuis, on n'a jamais défendu nos outils industriels en difficulté, on les a mal restructurés et on n'a pas sauvé, alors qu'on aurait pu sauver pour faire repartir. Ce qu'ont toujours fait beaucoup de nos amis européens. Donc il ne s'agit pas... de reprendre des parts de marché sans être compétitif, première remarque. Il s'agit de se mettre au prix mondial. Et aujourd'hui, les processus productifs font disparaître de plus en plus la question du coût de la main-d'œuvre, puisqu'il y a moins de main-d'œuvre et plus de robotique. Et surtout, c'est le prix de l'énergie qui va être de plus en plus central dans les facteurs de production. Et donc, le coût de l'énergie, nous sommes compétitifs, si on sait tant soit peu défendre le nucléaire dans le mix énergétique. Et je fais partie là de ceux qui défendent ce consensus national avec le gouvernement, comme avec une partie de la droite et de la gauche. Et donc, ces trois éléments de compétitivité peuvent nous permettre, en effet, de reprendre des positions sur des produits qui, aujourd'hui, au prix mondial, ne sont plus fabriqués en France, mais que nous pourrions fabriquer au prix mondial en France. Ça, c'est possible. Donc, c'est ça mon sujet. Donc, il n'y a pas de secteur d'avenir et de secteur du passé. Vous avez des produits dans des secteurs du passé qui sont d'avenir, et vous avez des produits dans les secteurs d'avenir qui sont déjà du passé. Donc, en fait, je n'aborderai pas la question autrement qu'à travers la microéconomie du produit. J'ai parlé du dérailleur parce que c'était une manière pour moi de dire tout le monde s'en fiche des vélos, c'est une commodité, on va faire de l'assemblage, autant que ce soit fait au Portugal, c'est d'ailleurs votre marque. Vous dites, oh, ça peut être fait ailleurs, moins cher, quel intérêt? Le dérailleur, il y a du contenu technologique, il y a de la recherche-développement, et c'est là qu'est la valeur du vélo. Et c'est là qu'on valorise. Donc, si on peut le faire ici au prix mondial, pourquoi on ne le fait pas? Donc, il faut le faire. Voilà, c'est ça ma remarque. Donc, ma position n'est pas lepéniste, elle n'est pas politique, elle est juste pratique. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, si vous voulez, le plan de relance n'est pas, ce que je disais au président, le plan de relance n'est pas orienté de cette manière. Il est orienté à partir des demandes, parce que c'est des appels d'offres, des demandes des entreprises existantes. Alors, il y en a qui ont de bonnes idées, hein, j'en doute pas. Il y en a qui avaient besoin d'être soutenus, il fallait les soutenir, bravo, formidable. Mais sur tous ces produits, il n'y a pas de vision stratégique. Donc, en fait, il faut qu'on monte des boîtes. Il faut que l'État et les industriels montent des boîtes ensemble sur des secteurs où on n'est plus. Et il faut qu'on reprenne. Il faut qu'on utilise la commande publique. Enfin, c'est un boulot de dingue. Pour moi, c'est un boulot de dingue. Donc, pour moi, quand vous positionnez politiquement le débat en disant c'est des secteurs du passé, ça nous intéresse, je pense que vous faites une erreur. Parce que là-dedans, il y a des produits qui sont l'avenir de notre consommation. Et il ne s'agit pas de faire tout, puisque nous-mêmes, on exporte. Il s'agit de rééquilibrer les termes de notre échange avec le reste du monde, qui est très déséquilibré. Moins 85 milliards, les Allemands sont à plus 185. Les Italiens sont à plus 65. Les Belges sont à plus 25. On peut le faire.
En tout cas, dans beaucoup de... Prenez les études qui ont été faites par les majors, là, les grands penseurs de notre temps, là, alors Accenture, Price, tous, ils ont fait cette analyse sur notre industrie. Et vous allez voir, ils ont mis des indices de relocalisabilité. C'est assez intéressant. Ce qui peut être relocalisé facilement, ce qui plus difficilement. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Voilà. Moi, vous me demandez mon avis. Je viens vous le donner. Maintenant, si vous pensez qu'il n'est pas pertinent, c'est pas grave. Je n'en mourrai pas et vous non plus. Très bien. Merci, monsieur le ministre. Moi, j'avais juste une question additionnelle avant de passer la parole à monsieur le rapporteur. Une question précise et concrète. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la souveraineté économique. Vous avez parlé du cas Alstom. Moi, j'avais un cas sur lequel je voulais vous interroger, que vous avez eu à gérer, qui est celui de Manoir Industrie. Manoir Industrie, qui est un fondeur spécialiste de pièces métalliques de haute performance, qui est une entreprise qui est stratégique. Et à l'époque, en octobre 2012, il y avait eu un accord avec le chinois Taiyai afin de lui vendre 2 des 3 unités de production, c'est-à-dire 5 usines et plus de 2500, je crois, employés. Et à l'époque, le ministre des Transports s'y était opposé et ne souhaitait pas autoriser cette opération. Puis vous, en décembre 2012, vous étiez en fonction à ce moment-là, vous l'avez autorisé. Et du coup, ça avait ému un petit peu la presse à l'époque, et puis certains s'étaient demandé pourquoi est-ce qu'on autorise cette opération-là. Est-ce que rétrospectivement, vous regrettez ou pas d'avoir avalisé cette opération ? Écoutez, je me souviens plus des détails, mais je vais m'y replonger si mes archives peuvent encore parler. Je ne sais plus pourquoi la décision avait été prise. Ce que je sais, c'est que nous n'avions pas les outillages financiers que j'ai fait constituer ensuite, parce qu'à partir du moment où vous cherchez des repreneurs, moi j'ai passé ma vie dans cette période-là à fermer des papeteries, des raffineries, enfin je veux dire c'était l'hémorragie, on courait, c'était très dur. J'ai essayé d'ailleurs de le raconter dans mon livre sur la masse de défaisance qui s'était emparé du tissu économique national. Donc sur Manoir Industrie, je me souviens en effet des débats internes. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi on avait pris cette décision. Certainement parce que peut-être on n'avait pas d'autre solution. Si, je crois qu'il y en avait une, c'était ArcelorMittal qui était proposée et qui pouvait éventuellement être le repreneur. D'ailleurs, à l'époque, écoutez, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, si votre question c'est est-ce qu'il faut donner des outils industriels aux Chinois, ma réponse est aujourd'hui le moins possible. C'est pour ça que je vous pose cette question. Vous avez bien fait de la poser. Comme vous l'aviez autorisé à l'époque. Parce que on a eu le sujet sur tous les outils industriels. Ouais. À l'époque, on n'avait rien, on n'avait pas d'outils. On n'avait pas de décret de blocage, donc on ne pouvait pas bloquer les investisseurs étrangers. Madame Taubira, à l'époque, et le gouvernement avaient décidé de nous interdire d'aller dans les tribunaux de commerce. Il a fallu que je me batte pour dire, mais ce n'est pas une intervention dans une affaire individuelle, on va demander au procureur de défendre une position au nom du gouvernement dans le cadre d'une faillite. Ce qui était quand même bien le minimum, et les procureurs avaient dit, nous, on a une position indépendante de celle du gouvernement. Donc j'avais obtenu le droit que le commissaire au redressement productif ou le ministre du redressement productif puisse envoyer une lettre qui serait lue par le président du tribunal de commerce, vous voyez où était le gouvernement, on n'était même pas dans la bouche du procureur, et il était... donc on a construit tous les outils, j'allais dire, qu'aujourd'hui on pourrait appeler d'interventionnisme ou de protectionnisme. De souveraineté. En tout cas, c'est de bons outils, parce que d'ailleurs, on les a renforcés. Outils, mais c'est pas fini. D'ailleurs, on les a même renforcés dans le Par exemple, le vrai sujet... Mais moi, ma question sur ce sujet, c'était vraiment... Je suis très preneur de votre réponse, parce qu'à l'époque, il y avait bien une alternative. Il y avait ArcelorMittal qui était disponible, et il y a eu un débat en interne au gouvernement, puis ensuite dans la décision, où une alternative était possible, et c'est le chinois qui a été sélectionné, qui a été avalisé. Et il se trouve que quelques années plus tard, cette entreprise dont on parle, Manoir, s'est retrouvée en grande difficulté à cause d'un imbroglio financier avec son partenaire chinois, et qu'il a fallu que la délégation interministérielle au redressement intervienne pour sauver les salariés, parce que l'investisseur chinois était dans une situation catastrophique. Et donc, du coup, la question légitime qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on avait choisi à l'époque l'investisseur chinois plutôt que ArcelorMittal. Écoutez, je vais essayer de revenir 8 ans en arrière pour vous répondre, si vous voulez. Mais comme vous le faites sur d'autres sujets, je suis sûr que vous allez y arriver sur celui-là.
Bien sûr. Non, mais d'abord, c'est intéressant. Deuxièmement, on ne fait pas tout parfaitement. Troisièmement, je me souviens qu'à l'époque, c'était en 2012 ou 2013 ? C'était en 2012. Octobre sur l'annonce et décembre sur la décision. Je me souviens qu'à l'époque, on manquait d'investisseurs, puisqu'en fait, on avait partout des gens qui fermaient, et je passais ma vie à chercher des repreneurs. On n'avait pas de capital disponible, nous, entre les mains de l'État. On avait des investisseurs privés qui, généralement, en profitaient quand même un peu. Et donc, c'était quand même une période très dure. Voilà. Donc, mais je vais essayer de savoir pourquoi on en était là. Mais je suis sûr que vous le savez, peut-être vous, non ? Non, c'est pour ça que je pose la question. C'était pas une question rhétorique, c'est une vraie question. D'accord. Je connais le résultat au final, puisqu'on sait ce qu'est devenu ce groupe et quelles a été ses difficultés. Je ne connais pas, en toute honnêteté, le pourquoi de la décision. Et c'est pour ça que je vous la pose. Ce n'était pas une question rhétorique. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Quelques petites questions, puisque j'ai compris, monsieur le ministre, que vous étiez plutôt favorable à des conditionnalités pour l'ensemble des aides qui pourraient être accordées par l'État. Vous l'avez dit clairement sur le CIR en parlant de sectorisation. Et vous avez évoqué, on va dire, les objectifs et filières. Comment créer un consensus national autour d'un nombre limité d'objectifs de politique industrielle, limité ou pas d'ailleurs, hein, mais comment recréer ce consensus que vous appelez de vos voeux ? Dans quel lieu, même si la campagne qui s'ouvre en est une possibilité, mais finalement, comment faire ? Merci de cette question politique qui est passionnante, qui, moi, m'intéresse beaucoup dans cette campagne présidentielle qui commence, parce que moi, je suis entré dans cette campagne pour ça, pour essayer de peser sur les termes du débat et organiser en quelque sorte le débat autour d'orientations innovantes. Pour moi, si vous voulez, il y a un vrai désaccord dans le pays, qui est culturel, et qu'on retrouve là, d'ailleurs, dans la discussion autour de la table. Vous avez les libéraux qui, quand même, malgré le quoi qu'il en coûte, la suspension des règles européennes, la dureté des temps économiques post-Covid, restent extrêmement réticents à l'intervention, l'intrusion de l'État dans les affaires économiques. Vous avez, et donc qui disent, bon, bah, ça c'est du privé, c'est les partenaires sociaux au maximum. Et vous avez ceux qui font de la question de la reconstruction de l'appareil productif un sujet d'intervention politique, alors que ça ne peut pas être que de la politique, c'est aussi de la compétence, de la délicatesse. Certains, je crois que c'est M. Barbier, a employé le mot d'humilité, parce que il faut assumer des réussites et des échecs. C'est-à-dire que quand vous mettez de l'argent public à ce niveau-là d'intervention publique, un jour, vous allez vous retrouver avec des crashs, et on va dire, ah, vous avez mis de l'argent dans un truc qui ne marche pas, c'est les avions renifleurs, en clair. Hein. Et donc, c'est donc ce déséquilibre du débat qui fait qu'on n'arrive pas à trouver, non pas un consensus, moi je parlerais d'un compromis politique majeur. C'est-à-dire réunifier la nation autour de son appareil productif, industriel, agricole, serviciel, numérique, hein, parce qu'il y a aussi la question de l'industrie numérique, on ne l'a pas abordée, mais enfin, là, on a des choses aussi à construire, à proposer. Ça demande que le diagnostic soit partagé. C'est pour ça que j'ai réagi un peu négativement à l'exposé du président tout à l'heure, parce que je dis, si vous pensez qu'on a fait le travail, moi, je ne le pense pas. Voilà, on peut faire de la gestion macro en disant bon bah ça s'améliore, tout va mieux, on n'en parle plus, on passe à autre chose. C'est pas mon avis. De la même manière, ce qu'a dit Madame Motin tout à l'heure, en disant bon bah vous êtes sur les positions de Le Pen, donc vous êtes autarciste, protectionniste. D'ailleurs, elle a même proposé que vous soyez dans son gouvernement. Elle n'est pas la seule. Hein, vous savez, il y a beaucoup de gens que vous appréciez qui m'ont proposé dans leur gouvernement. Donc n'en faites pas une affaire. Essayons juste d'enlever la couche
la couche politique malsaine de ce débat et revenir quand même aux fondamentaux. Le fondamental, c'est qu'on est quand même, sur le plan industriel, dans la panade et dépendant. Et ça, c'est pas possible pour un pays comme la France. Voilà. Et donc, il faut trouver les termes d'un rapprochement des positions politiques. Et y compris avec ceux qui sont hors du champ politique gouvernemental, hein, j'entends, hein, qui sont considérés comme étant des intrus. Donc moi c'est ma réflexion. Alors là-dedans, il faut partager le diagnostic, ne pas se contenter des recettes éculées, faire venir des gens qui ne sont pas dans le champ politique des spécialistes de la politique industrielle, c'est-à-dire en fait, et c'est pour ça que je plaide pour la microéconomie, ceux qui viennent de l'entreprise, qui ont une approche entrepreneuriale et pas seulement sectorielle, même les représentants des filières, pour moi, c'est insuffisant. Et donc, on peut, je crois, trouver un point de rencontre politique avec des forces qui se combattent. Et, après, il faut partager le gâteau. C'est reconstruction nationale et progrès social. Donc, c'est la question de la démocratie dans l'entreprise. Vous l'avez abordé, monsieur le rapporteur, je vous en remercie. Puis la question du partage du gâteau, c'est-à-dire pour qui tout ça? Si l'effort est commun, tout le monde doit être autour de la table pour partager la réussite qui s'en suivra. Et assumer ensemble les échecs, s'il y en a. Voilà l'esprit dans lequel je positionnerai le débat. Alors, pour moi, c'est un accord pas seulement de partenaires sociaux, mais de forces politiques. En fait, droite-gauche, c'est pas en même temps. Hein. C'est des gens qui sont différents. Je mets une distinction, hein, et avec respect pour tous ceux qui ne pensent pas comme moi ici. Hein. Vous êtes, je crois, assez nombreux. Non, c'est plutôt... non, mais c'est ce qui fait le charme du débat public, n'est-ce pas? Bon. J'ai bien l'impression. Mais ça me fait plaisir de venir vous parler. Je ne vous parle pas assez. Et donc, je trouve que c'est plutôt l'échange de concessions réciproques. C'est ça un compromis qui n'a rien à voir avec un consensus. Le consensus, c'est un mythe. Le compromis, ça peut être une réalité. Vous me libérez? Pardon. Merci pour cette réponse. Ça signifie concrètement, on pourrait envisager une grande loi d'orientation industrielle en début de mandat? Je ne sais pas qui sera le président de la République ou la présidente de la République dans quelques mois, mais je pense qu'il faut construire une sorte d'accord national en béton armé sur 10 ans. Donc ça suppose qu'on se mette d'accord, y compris à ne pas défaire ce qui aura été fait. Sur 10 ans ou 15 ans, comme étant un des efforts nationaux les plus importants qui implique toutes les forces du pays. Donc c'est plus qu'une loi, c'est un accord politique entre forces politiques. C'est comme si on se disait, on lutte contre le terrorisme ensemble. Quelles sont les mesures qu'on essaie de construire dans une part de compromis politique avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord sur la question, sur la manière de résoudre le problème. Voilà. On a eu des moments dans notre histoire où on a été capable de procéder à ce type de rassemblement. Hein. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Sinon, on ne s'en sortira pas. On va continuer à se battre sur... Alors, le débat, je trouve, là, il est assez significatif. Vous êtes content de vos agrégats macro. Moi, je vous dis que sur le plan micro, on est dans les choux et qu'on est en situation difficile. Et donc, quand on a une balance commerciale de cette nature, comment on fait pour un pays qui a une balance commerciale de cette nature, comment il fait pour peser politiquement au sein de l'Union européenne? On ne peut pas. Et dans le reste du monde. Voilà. Merci. Dernière question, monsieur le rapporteur. Écoutez, oui, c'était l'idée, mais monsieur le président ayant été très bavard, je me permettrai de poursuivre peut-être avec
Monsieur Montebourg, oui, pas que le président d'ailleurs, chers collègues. Je me permettrai de poursuivre par la suite avec Monsieur le ministre. Non, simplement, est-ce que vous pensez qu'il faut reconstruire demain un grand ministère de l'industrie, de l'enseignement supérieur, enfin, un grand ministère qui est un peu puissance sur l'interministérialité? Et puis, il y a toute la question européenne que nous n'avons pas abordée, mais que nous pourrions aborder par la suite, y compris par écrit. Alors, sur le mécano ministériel, bon, je ne crois pas trop à ça. Il faut concentrer, évidemment, les pouvoirs. Pour moi, la question de la réindustrialisation, c'est Premier ministre, la prochaine fois. Ou vice-premier ministre, il faut que ce soit interministériel. Là-dedans, vous avez la débureaucratisation de l'État. Franchement, c'est incroyable. Pour être entrepreneur, je peux vous dire, dans des métiers agricoles et agroalimentaires, enfin, franchement, ce pays est bloqué. C'est un enfer. Bon. Et c'est devenu presque une... Enfin, je veux dire, je ne suis pas un lecteur assidu de Gaspard Koenig, mais enfin, il faut lire. Il a fait un très bon papier, un très bon livre là, qui s'appelle Simple ou Simplifié, je ne sais plus. Et pour avoir participé à l'échec de la simplification, du choc de simplification du président Hollande, je me souviens comment ça fonctionne. Si vous demandez à l'administration de régler les problèmes de bureaucratisation, c'est pas la peine. C'est comme demander au Sénat de supprimer le Sénat. C'est la même histoire. Voilà. Donc je serais d'avis qu'il y ait un vice-premier ministre ou quelqu'un qui ait autant de pouvoir interministériel que le Premier ministre, parce que le Premier ministre a beaucoup de choses à faire, et qui s'occupe de débureaucratisation, de faire la jonction entre formation professionnelle, recherche, industrie et agriculture. Parce que c'est la même chose, industrie et agriculture. Voilà. Pour moi, la formation professionnelle doit passer, et la recherche doivent passer dans le même... C'est le même boulot. Ça va marcher ensemble. Voilà. Je proposerais ça. C'était le chevènement augmenté. Hein? Voilà. Voilà. Il faut éviter les divisions ministérielles, parce que c'est la galère. C'est ce qui paralyse l'action publique. Ça y contribue, en tout cas. Bien. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. J'ai compris que vous allez continuer la discussion. Donc, écoutez, merci encore pour votre présence. Je vous propose de lever la séance et nos auditions reprennent à 14h30. Merci beaucoup.